Bonjour, je me présente. Je m'appelle Raymond Leblanc, je suis doyen de la Faculté d'éducation. Bienvenue à l'Université d'Ottawa. Chers invités, chers membres de la communauté universitaire, chers participantes et participants à cette conférence annuelle du laboratoire interdisciplinaire sur les droits de l'enfant et de la chaire de recherche en éducation et francophonie. Prime abord, je vais remercier Madame Lynne Bissonnette, gestionnaire à la Faculté de droit, pour son travail de coordination de cette conférence, de cette journée. Lynne, elle est à l'extérieur, mais c'est un boulot de faire cette coordination-là. Le thème de cette conférence, les droits de l'enfant au service de l'éducation, certainement nous interpelle. Puis je suis ravi de vous adresser quelques mots d'introduction. De fait, j'ai 3 entrées en matière que je voudrais vous partager. La première, c'est on se parle entre partenaires. Puis ici, on a des partenaires entre la Faculté d'éducation et la Faculté de droit, section droit civil. On est des édifices conjoints et certainement, de plus en plus, on est appelé à travailler ensemble. Aussi, un partenaire entre la chaire de recherche universitaire de la francophonie, qui est animée, ceux qui ne connaissent pas, Nathalie Bélanger, puis qui est aussi directrice des études supérieures francophones à la Faculté d'éducation, et le laboratoire de recherche interdisciplinaire sur les droits de l'enfant, dont le professeur Mona Paré est membre fondatrice et membre du comité de direction. Puis certainement, entre la pédiatrie sociale et puis l'intervention éducative, merci, Dr. Julien, d'avoir accepté de nous adresser la parole comme mets d'entrée. Ma deuxième entrée, c'est la parole à ceux et celles qui vivent l'exclusion. C'est une question d'équité. Et on parle ici d'exclusion scolaire et sociale. Les personnes qui vivent dans la pauvreté, les personnes qui vivent des problèmes de santé mentale, les aînés, les personnes qui vivent avec un handicap. Mon expérience à cet égard, moi j'étais prof en éducation spéciale pour au-delà de 35 ans, et j'ai surtout travaillé avec les personnes avec une déficience intellectuelle, se retrouvent comme jeunes adultes, ils vivent l'isolement, puis ils n'ont pas le droit souvent au travail, le droit au logement et à une participation dans la cité. Et on a un boulot énorme en termes d'équité pour assurer ceci. Ma troisième entrée en matière, c'est la parole aux enfants en éducation. Vous savez, il y a 2 conceptions d'éducation. Une conception traditionnelle, l'enseignement-apprentissage, on transmet une matière. Mais il y a une autre conception qui, aujourd'hui, prime l'apprentissage et l'enseignement, c'est la participation. Et ça, il y a des faits évidents sur ça. Les études nous démontrent très souvent, dans une classe traditionnelle, le temps de parole occupé par le prof ou par l'enseignant va au-delà de 80% du temps de parole. Il en reste 20 pour les 25 élèves de la classe. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et dans nos conseils scolaires locaux, la voix à l'enfant est un dossier fort important. Puis quand on a une pédagogie du projet de participation, il y a une inversion du temps de parole. En d'autres mots, 80% du temps de parole, c'est la parole aux enfants, et le petit 20% à l'enseignant qui est beaucoup plus un guide, qui donne des indices pour mettre en action, mettre en branle les élèves. Enfin, je vous souhaite que cette journée suscite un dialogue, que cette journée vous interpelle à mieux comprendre, à mieux écouter la parole des enfants. Puis je termine sur une citation de mon philosophe préféré, Søren Kierkegaard, philosophe existentialiste
danois. La vie doit être vécue en regardant vers l'avenir, mais elle ne peut être comprise qu'en se retournant sur le passé. Life must be lived forwards, but can only be understood backwards. Bonne journée. Bonjour, chers invités. Attends. C'est beau, parfait. Alors, chers invités, chers participants, chers membres du corps professoral et étudiants, bonjour, bienvenue. À mon tour de vous souhaiter la bienvenue. Mon nom est Marie-Ève Sylvestre, je suis vice-doyenne à la recherche à la section de droit civil de la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa, au nom de la doyenne Céline Lévesque de la Faculté de droit qui ne pouvait pas être présente avec vous aujourd'hui. Ça fait très plaisir de vous accueillir pour cette conférence annuelle du laboratoire interdisciplinaire sur les droits de l'enfant. La section de droit civil est fière d'appuyer les travaux du laboratoire interdisciplinaire sur les droits de l'enfant en partenariat avec d'autres facultés sur le campus depuis bientôt 10 ans. Donc, on se disait ça, donc bientôt 10 ans en 2017. Le laboratoire, donc, qui connaît un très certain succès. Les travaux de recherche de ses membres s'inscrivent directement dans des axes stratégiques de recherche pour la section de droit civil pour l'Université d'Ottawa, c'est-à-dire les droits de la personne, les droits de l'enfant, la diversité, la justice sociale, la francophonie, la santé, l'éducation, dont le thème d'aujourd'hui. Donc, des travaux vraiment fort intéressants et prometteurs et développés en partenariat avec la société et différents groupes. Les laboratoires et ses membres sont aussi très actifs sur le campus, donc toute une série de conférences midi qui sont organisées depuis plusieurs années, une conférence annuelle, un concours de rédaction, donc énormément d'activités. Ils sont fort visibles et j'en profite donc pour les féliciter, pour remercier le comité de direction dont les membres de la section de droit civil, Mona Paré et Michel Giroux, ils se présentent, Rachel Grondin également qui a participé à la fondation du groupe, ainsi que la chaire de recherche en francophonie et éducation, donc de Nathalie Bélanger, et Lynne Bissonnette, qui peut-être s'est joint à nous depuis ou qui est toujours dans le corridor, donc je la félicite. Le thème d'aujourd'hui est extrêmement prometteur et important. Je pense que mon collègue l'a bien souligné. Alors, je vous souhaite de très bons échanges, je vous souhaite une excellente journée et merci beaucoup d'être venus aussi nombreux aujourd'hui. Merci. Merci au doyen, M. Raymond Leblanc, à la vice-doyenne de la recherche, Marie-Ève Sylvestre, et puis à vous tous. Je vais faire une petite introduction de la thématique avant de passer aux présentations, au vif du sujet. En fait, l'idée nous est venue avec Nathalie sur le sujet du colloque. En préparant un numéro spécial de la revue d'éducation dont Nathalie vous parlera plus tard aujourd'hui. Mais donc, on avait noté que la perspective des droits est assez peu présente dans la formation des enseignants et dans les pratiques éducatives. Il semblerait que l'éducation ait longtemps été renseignée surtout par la psychologie du développement, ce qui fait qu'on s'est intéressé à l'enfant typique et atypique, on s'est intéressé aux différents stades de développement de l'enfant, plutôt que de s'intéresser à l'enfant lui-même. L'enfant, aujourd'hui, son rôle et sa place dans la société. Et plus récemment, les sciences de l'éducation se sont ouvertes à d'autres disciplines, dont le droit, dont la sociologie. Et je dois dire que le droit aussi s'est ouvert à d'autres disciplines. Et c'est cette interdisciplinarité qui permet de comprendre l'enfance, qui permet de comprendre
la pluralité, la multiplicité, la complexité de l'enfance. Et c'est ça, les situations vécues des enfants, et donc sans se tomber dans une dichotomie nécessairement d'enfants normaux, anormaux, typiques, atypiques. So childhood is not uniform, and this is what we're saying, that education needs to take that into consideration. In fact, research shows that child rights may help to inform understanding of the plurality of childhoods, and in fact, child rights are informed by different disciplines. And so the importance of considering the child as a person, the child, today, the child in the present, and not just as a developing being, who will once become an adult. So child rights, we find, they offer at least a lens through, that facilitates our understanding of different forms of childhood, of that plurality of childhood, of children's different realities that need to be taken into consideration, and then the search for solutions. On trouve aussi qu'il y a un intérêt qui émerge, un véritable intérêt pour la perspective des droits de l'enfant et des approches fondées sur les droits de l'enfant. Et le potentiel de cette perspective, de ces approches sur la pratique éducative. Et ça se traduit notamment par des pratiques qui sont respectueuses des droits de l'enfant. Donc on va adopter des pratiques qui sont child-centered, qui se fondent vraiment sur l'enfant lui-même, mais généralement sans se référer aux droits. Et on dirait que c'est ce langage de droit qui crée encore des réticences dans le milieu éducatif. Peut-être à cause du caractère juridique de la Convention relative aux droits de l'enfant, sur lequel ces approches se fondent. Donc le caractère juridique qui peut faire un peu peur, ou peut-être aussi une mauvaise interprétation des droits lorsqu'on ne comprend pas bien ce que c'est un droit, lorsque c'est dissocié des responsabilités, ce genre de choses. Donc, il est important de faciliter le dialogue sur ces questions, de démystifier les droits de l'enfant, de discuter de leur pertinence, ce qu'il faut le faire ouvertement aussi, et des modalités d'application. So we've gathered today in this conference a number of specialists from different disciplines, including education, law, sociology, anthropology, to discuss the link between child rights and education, the challenges that remain, as well as innovative practices. We'll proceed in two parts, three parts actually, but first there will be individual presentations of maximum 20 minutes in length. Then after lunch, a panel discussion with all the speakers. So questions and participation by all of you are welcomed. We'll try and have a little bit of time after each presentation for special questions related to that presentation. But then during the panel discussion, also everybody can participate, and we encourage that. You need to be aware that the whole proceedings will be recorded and filmed. And you probably noted that this is a bilingual event at la University of Ottawa. So that means that everybody, speakers and participants are welcome to express themselves in either French or English. There will be a coffee break after the keynote address at 10:15, and then there will be a lunch break at 12:20, and we'll try to be very punctual, and we hope that you'll all help us in being punctual, which is always a challenge in conferences, so making everything go smoothly. Finalement, les toilettes, c'est pas le fort de la faculté de droit. So there actually are washrooms here on this level. So this is the third floor in that direction, especially for ladies. And there are also some on the second floor.
but it's really on the first floor where you'll find the newest and greater number of, of washrooms if you need. So I would suggest you go to the first floor. So this is it. I will pass it on to Nathalie now. Je vais le mettre dans la bouche. Alors, bienvenue à vous tous. Merci d'être là en si grand nombre. Welcome everybody. I'm so pleased to be with all of you this morning. And I'm very pleased to introduce Dr. Julien. Merci beaucoup, Dr. Julien, d'être avec nous ce matin. Alors, je vais vous présenter un petit peu, je vais vous introduire un petit peu aux grandes réalisations du Dr. Julien, mais il me faudrait beaucoup plus de temps, en fait, pour revenir sur toutes les réalisations de Dr. Julien. Donc, le Dr. Julien se donne pour mission de permettre aux enfants issus de milieux vulnérables de s'épanouir et de développer leur plein potentiel, selon la Convention relative aux droits de l'enfant. Leader visionnaire, il a créé une approche préventive, la pédiatrie sociale, dont il va nous parler aussi aujourd'hui, en communauté. Donc, la pédiatrie sociale en communauté, qui assure le respect des droits fondamentaux de l'enfant. Over the years, he mobilized the people from Montreal's underprivileged neighborhood by funding 2 social pediatric centers in Hochelaga, Maisonneuve and Côte-des-Neiges. Son approche novatrice inspire désormais de plus en plus d'équipes à travers le pays, et notamment ici dans la région d'Ottawa-Gatineau, où on trouve aussi un centre de pédiatrie sociale. Donc, il invite les gens à se mobiliser pour le mieux-être des enfants vulnérables et à fonder à leur tour un centre de pédiatrie sociale à la couleur de leur communauté. Et ce qui est intéressant aussi de constater avec le Dr. Julien, c'est qu'il intègre dans sa pratique des principes, dans son intervention, des principes autochtones pour le vivre ensemble. Donc, il y a là aussi un aspect très important dans la pratique et les interventions du Dr. Julien. His innovative approach now extends across the country through a network of ever-expanding centers supported by the Fondation du Dr. Julien. A true pioneer, he rallies health professionals around his mission through clinical teaching at the Université de Montréal and McGill University as well. Son expertise et sa grande contribution à la société ont d'ailleurs été reconnues à maintes reprises, ici même à l'Université d'Ottawa en 2014, au moment où il a reçu un doctorat honoris causa. Et aussi, il a été admis en tant que Fellow Ashoka et récipiendaire de la médaille d'or du lieutenant-gouverneur du Québec, de l'Ordre du Québec ainsi que de l'Ordre du Canada. Merci beaucoup, Dr. Julien, d'être avec nous ce matin. Et le titre de votre présentation, qui introduit bien au colloque d'aujourd'hui, « Les droits de l'enfant au service de l'éducation ». Ça vous merci. La souris, il va apparaître automatiquement. OK, non, mais je vais... Vous arrivez à la 5e. C'est bon. Juste ici, de toute façon. Oui, merci. Bon, bonjour. Je suis bien content de me retrouver à l'Université d'Ottawa, encore cette fois-ci. Je ne suis pas le seul représentant de la pédiatrie sociale. Aujourd'hui, il y a Anne-Marie Bureau qui est une de nos stars de l'Outaouais pour la pédiatrie sociale. Il y a déjà 2 centres, en fait, de fondés à Gatineau et à Hull. Et c'est vraiment une étoile montante de la pédiatrie sociale au Québec.
On a Sue Bennett aussi, qui est une pédiatre au CHEO, Sue is a very active collaborator, and she's working to develop a center in Vanier, which is a real interest for us too. So Sue is here if anybody wants to talk to her. They're both, in fact, in the region. Je vais vous parler en français surtout, si vous voulez. Oui, je vais vous parler des droits de l'enfant, c'est sûr. Mais je dois d'abord vous dire que moi, je suis un pédiatre à la base. Et c'est ma conjointe, Hélène Tsiwi-Trudel, qui m'a amené la notion des droits dans ce que je faisais. Je ne savais pas que je travaillais sur les droits des enfants vraiment, parce que comme médecin, on travaille beaucoup pour résoudre des problèmes continuellement, surtout dans le domaine social où nous, on œuvre en pédiatrie sociale. Et je travaillais avec les déterminants de la santé, avec les besoins de l'OBO des enfants. Puis Hélène est arrivée en disant, ben écoute, lis la Convention internationale des droits de l'enfant. Tout ce que tu as dans les déterminants de la santé, des besoins de l'OBO, tu vas le retrouver là-dedans. Puis ça va te donner un outil de plus. Hélène a été formée ici à l'Université d'Ottawa en droit civil, je pense. Et elle travaille avec nous à la Fondation depuis quelques années, justement pour développer des outils comment appliquer la Convention des droits, parce qu'on entend parler, tout le monde en parle, c'est beau, les droits. Mais même en médecine, c'est pas facile. Là, en éducation, c'est difficile à rentrer, mais en médecine, quand on parle des droits, là, ça fait frémir. Au gouvernement du Québec, actuellement, on essaie de ne pas trop parler des droits parce que ça fait peur. Les outils qu'Hélène a amenés sont importants parce qu'on a intégré ça dans notre base de travail. Et Anne-Marie, d'ailleurs, à Gatineau, a développé aussi des outils puis des événements liés aux droits qui sont super intéressants. Donc, il y a un processus en cours il y a eu le cercle de l'enfant qui a été développé chez nous, qui s'appelle la grande médiation, quand rien ne marche, avant de passer à des extrêmes comme des placements ou des adoptions. On va utiliser le cercle de l'enfant pour mobiliser le milieu, la famille. C'est très efficace, très intéressant. Et actuellement, elle travaille sur un processus de médiation de l'enfant qui va beaucoup plus loin que le cercle, qui devrait être intégré dans toute notre pratique, en fait, et dans les pratiques de santé et services sociaux au Québec. Donc, on est là, je voulais le dire, parce que ça y appartient beaucoup d'avoir contribué à amener les droits en pédiatrie sociale. Je voulais... on va y aller. J'ai un exemple. Parce que je suis allé faire une visite à domicile la semaine dernière, puis je vais vous en parler parce que vous allez voir comment on le vit, nous, en santé, et comment on est capable d'intervenir là-dedans. Puis c'est ça qu'on est en train de développer de plus puissant, en fait, dans la pratique de la pédiatrie sociale. Je vous montre une relecture de la santé des droits de l'enfant. Comment nous, on travaille avec les droits de l'enfant, puis c'est quoi les droits les plus importants, finalement, avec lesquels on travaille. On essaie d'intégrer l'ensemble des droits à notre pratique, mais pour les besoins de la pratique, on n'est pas dans la théorie, on est vraiment dans la pratique. On essaie de les résumer sur les fondamentaux, je dirais, de la Convention des droits quand on pratique la pédiatrie sociale. Alors, je vous les ai énumérés comme ça. Vous voyez qu'il y a le droit de réussir à l'école. Puis je voulais plus aujourd'hui insister sur ce droit-là parce que ça vous concerne beaucoup. Et c'est celui, je pense actuellement, qui est parmi les moins bien respectés. Avec tout ce qui se vit, en tout cas au Québec en particulier, dans les coupures de services, l'école est celle qui en souffre, je pense, le plus. Et surtout, ça touche les enfants dans leur développement, dans le soutien à leur développement, le plus important après celui de la famille. Et je vais vous donner quelques statistiques tantôt là-dessus. Là, pour moi, c'est une catastrophe sociale. Ce qui se passe actuellement par rapport aux droits des enfants à l'éducation adaptée à leurs besoins. Donc, celui-là, il est particulièrement important.
Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite pour pouvoir répondre à certaines questions, si vous en avez. Ce serait plus intéressant qu'il y ait un échange. J'ai plusieurs diapos, là, mais je vais... Il y a aussi une relecture santé du succès ou de l'échec scolaire. C'est sûr que la réussite scolaire est liée à beaucoup de facteurs. J'en énumère des grands ici. Tu as de l'intégrité. Il faut que tu sois intègre au plan physique et au plan intellectuel pour réussir, c'est sûr. Ça touche beaucoup la partie besoin de l'obo des enfants. Comment on les aide à naître en santé, comment on soutient le développement global dans les premières années de vie, là, ce genre de choses-là. Il y a aussi tout un côté résilience qui vient qui est majeur. En clinique, là, les enfants m'arrivent, puis la cause principale de l'échec, c'est le manque de motivation. Donc, il y a une notion de résilience là-dedans qui est beaucoup liée à l'appartenance, à l'identité, à une certaine reconnaissance sociale. Puis quand vous parliez de l'exclusion, bien, quand tu es exclu, il n'y a rien de ça. Donc ça, c'est très, très important. Et même l'espoir, puis l'idée que tu as un avenir. Tu sais, quand on demande à un enfant, nous, c'est quoi tes rêves, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Puis il te regarde, puis il dit, ben je ne sais pas. Il y a un problème, ça ne marche pas. Les enfants, ils sont supposés avoir des rêves, de l'espoir, mais ils veulent se voir police, pompier, un peu ça, docteur, tout ça. Mais d'abord, police et pompier, bien sûr. D'ailleurs, ça m'a amené à travailler avec la police beaucoup, qui m'aide beaucoup. La police communautaire, si j'ai un enfant qui veut être police puis qui commence à voler au dépanneur, bien, je dis, hey, les gars, ils viennent le voir, ils l'amènent faire un tour d'auto. En tout cas, donc, c'est des outils de terrain, là. Mais ça, c'est très important. Il y a aussi une espèce de référence. Il faut que tu saches à qui te référer comme mentor, même si tu es un bébé. C'est la maman souvent au début, mais les bébés ont beaucoup de mentors à la garderie, à l'école, etc. Et ça, c'est extrêmement puissant pour créer le goût d'apprendre puis le goût de réussir. Alors, le problème de motivation, il est beaucoup dans ce système-là. Je l'avais corrigé, mais je n'ai pas eu le temps de l'amener ce matin, mais la dernière ligne du bleu, c'est le parcours de l'apprentissage. Il y a un parcours. Et il commence en périnatalité, puis il finit à l'adolescence, puis à l'âge adulte aussi. Et ce parcours-là, il faut l'accompagner au niveau des apprentissages, sinon ça ne marche pas. Je pense juste à la lecture, là, qui est bien reconnue dans les premières années de vie, quand on fait la lecture aux enfants, puis ce qu'on appelle la literacy, c'est fondamental pour arriver à l'école bien préparé. Mais ça, les milieux défavorisés, on n'en a pas. Il n'y a personne qui lit, puis il n'y a personne qui lit aux enfants. Donc, il faut créer des outils pour accompagner la trajectoire d'apprentissage des enfants. La réalité des enfants vulnérables, nous, on appelle ça les enfants vulnérables ou vivant en milieu de grande vulnérabilité. Puis la pédiatrie sociale, en communauté, elle se fixe sur ces enfants-là. C'est notre clientèle prioritaire. On essaie de voir uniquement des enfants en état de grande vulnérabilité. Et tous les problèmes qu'on rencontre, là, qui nous arrivent, c'est des problèmes de santé, des problèmes de comportement, des problèmes d'échec scolaire. Ça cache un paquet de droits bafoués. Et Hélène nous a montré à faire la liste. En clinique, là, quand on fait l'évaluation, on fait la liste des droits bafoués. C'est impressionnant. Il n'y a pas un enfant qu'on voit qui n'a pas au moins 2-3 droits bafoués au départ. Donc, le lien, il est direct. Et quand on travaille avec la Convention, bien, on développe des outils en rapport avec les droits bafoués. Et c'est ce qui nous amène à certains succès en pédiatrie sociale. Les enfants vulnérables, là, ils vivent tout. L'exclusion, l'inéquité. Vous avez une liste là, qui est assez courante. Habituellement, c'est tout ça en même temps. Alors, le type d'enfants qu'on voit. Puis là, si vous pensez que c'est une exception, non. C'est une grande partie des enfants. Dans des quartiers où on travaille, dans Hochelaga, dans le Vieux-Hall, dans le Vieux-Gatineau, probablement à Vanier aussi, là, que je connais un petit peu moins, que j'ai passé souvent à Vanier. J'ai déjà eu des clients de Vanier à l'époque du CLSC de Hall aussi. Mais c'est le même monde. Ils ont habituellement le cumul de ces inéquités-là et de ces drames-là. Et le cumul de ça
Vous allez voir ce que ça donne. C'est pas très beau. On appelle ça beaucoup, nous, les stress toxiques maintenant. Depuis les développements en neurosciences, on a été captés par ces recherches-là parce que ça confirmait plein de choses qu'on pensait intuitivement depuis longtemps. C'est l'impact sur le cerveau, l'impact sur le développement, l'impact sur des zones très fragiles du cerveau. Et eux nous ont amené en fait, une évidence scientifique qu'on était drôlement sur la bonne voie en essayant de contrer les stress toxiques. Alors, il y en a encore toute une liste. Là. Ceux-là, c'est ceux qu'on voit tous les jours. Et c'est issu de beaucoup de choses. Hein. C'est issu de certaines vulnérabilités de base des enfants par manque d'intégrité physique, mentale, etc. Mais beaucoup de familles qui ont perdu le pouvoir sur leurs enfants. C'est maintenant sa société qui dit « t'es un bon parent ou t'es un mauvais parent ». Et c'est très démobilisant pour les parents. Ça fait qu'on a beaucoup de familles très démobilisées qui pensent qu'ils ne sont pas bonnes. Puis, en fait, une de nos actions les plus puissantes, c'est de dire « ben non, t'es bonne ». C'est assez particulier, là. Et ça, à la première visite, là, habituellement, ils vont sortir la tête haute en disant « c'est la première fois qu'on me dit que je suis bon ». Mais on découvre des forces sur lesquelles on va s'appuyer. Mais la société est très rigide dans son jugement sur les familles sans pouvoir. Aussi, les communautés désengagées, ça, c'est une autre histoire. Tu sais. C'est pas lié au fait que les communautés sont pas bonnes, c'est lié au fait de l'évolution du monde, mais aussi l'évolution politique des soins des enfants, en disant, bien, si on a eu des les gens n'aiment pas ça quand je dis ça, mais des gouvernements qui ont pris, enfin une société qui a pris le contrôle des enfants, qui a décidé des normes. Et dès qu'on sort du pays, on s'aperçoit que les normes changent et ça ne marche pas. Là. On a nos normes, mais dans d'autres pays, il y a d'autres normes. Puis selon les religions dans le monde, il y a d'autres normes aussi. Sauf qu'on pense juste par notre norme habituellement. Et on décide ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Et je pourrais vous donner plein d'exemples. Là. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis, mais ça a créé des communautés, des familles désengagées en disant, bien, l'État va le faire. L'État va s'occuper de nos petits bébés, il va les mettre dans une garderie. Ça aussi, les gens n'aiment pas ça que je dise ça. Je suis pour les garderies, mais au Québec, j'ai la réputation d'être contre les garderies. Mais c'est faux. Je suis pour les garderies, pour les populations les plus vulnérables, pas pour les familles qui en ont moins besoin. Et actuellement, bien, nos familles, ils ne sont pas là. On les compte sur les doigts de la main, nos familles dans les garderies, puis ça leur fait peur aussi. Donc, il faut repenser un peu le système. Et ça, ce désengagement-là fait en sorte que les parents ont perdu du pouvoir, les communautés se sont désengagées, puis nos sociétés se sont appauvries. Puis encore là, les statistiques sont épeurantes. Là, j'en ai quelques-unes après. Ça, c'est le plus intéressant. C'est un rapport, il y a 3-4 ans, qui est sorti en Angleterre, qui a montré le lien direct entre le manque de stimulation en petite enfance sur le développement du cerveau, même la masse critique là, des cellules, et le coût de ça pour une société. Ça parle tout seul, là. C'est le cerveau normal à 3 ans, puis le cerveau qui a été négligé à 3 ans. Il y a presque la moitié du volume. La moitié du volume, ça veut dire qu'il ne s'est pas développé, qu'il est resté statique, puis qu'il n'a pas développé des fonctions supérieures. Les fonctions supérieures, c'est, entre autres, la capacité d'apprendre, la capacité d'inhibition, de se retenir avant de voler, là, de penser un petit peu, puis la capacité d'apprendre les mathématiques, par exemple, l'abstraction. Et c'est ces fonctions-là là, qui sont atteintes les premières, c'est les plus fragiles. Et le coût de ça, bien, le coût là, d'un enfant qu'on soutient, puis qui va bien, puis qui a un cerveau qui performe, bien, puis les proportions sont justes. Là. C'est un lingot d'or, puis le coût de celui qui est négligé, là, ça en est 10. Donc, si on garde ça en tête, on veut bouger, c'est clair. On dit souvent, on voit les enfants qui tombent en 2 chaises. Mais les enfants qui tombent en 2 chaises, là, c'est la statistique des... en fait, ça fait 2 études qu'il y a au Québec sur la préparation des enfants à l'entrée scolaire. Il y en a un tiers qui n'est pas prêt à l'entrée à l'école à l'âge de 5 ans. Il manque des fonctions pour apprendre à plusieurs niveaux.
Dans des quartiers plus défavorisés comme Hochelaga, c'est 1 sur 2. Alors, celui-là, là, à 5 ans, il n'est pas prêt à rentrer à l'école. Le professeur va mettre beaucoup d'énergie, puis elle va vouloir qu'il réussisse à tout prix. Elle va se brûler, elle va finir par dire « je ne suis pas capable ». Puis cet enfant-là va continuer, ils vont lui faire reprendre sa maternelle. Puis finalement, comme ils ne veulent plus faire de reprises trop, ils vont essayer de le passer d'un autre cycle éventuellement. Puis là, il va se planter, puis il va décrocher. Puis c'est 1 sur 2, nous, qui décrochent à la fin du primaire. C'est les mêmes. Okay? Ces mêmes enfants, là, on peut les suivre sur les trajectoires. Donc ça, c'est assez épeurant. Ça a été reconfirmé récemment dans la région du Lac-Saint-Jean. Ils ont refait une étude et c'est exactement les mêmes chiffres qui ont sorti 5 ans après. Il y a aussi à peu près un tiers des enfants qui n'ont pas de service puis qui échappent au système. Donc, ils sont supposés avoir les meilleurs systèmes au monde, des CLSC, nous, des hôpitaux, des bonnes écoles. Puis, il y en a 30 % qui échappent. Dans les écoles, là, j'ai plein d'enfants, moi, au primaire, qui ne sont pas scolarisés. Ils vont à l'école 1 heure, ils sont renvoyés chez eux. Ils sont dans les statistiques de scolarisation, mais ils n'apprennent pas. Ils ne sont pas vraiment à l'école. De plus en plus, ces écoles-là acceptent que les parents qui n'ont pas les compétences enseignent ces enfants-là à la maison. On n'est pas dans l'amélioration des systèmes. C'est clair qu'il faut agir en prévention. Je n'ai pas besoin de vous convaincre de ça. La Société canadienne de pédiatrie nous a sorti des données là-dessus au niveau de la croissance économique puis de l'impact, en fait, de la perte du capital social associé aux enfants qu'on échappe. L'American Academy of Pediatrics fait la même chose et de plus en plus dans ce modèle de soins préventif qui ressemble étrangement à ce qu'on fait en pédiatrie sociale en communauté. Et le coût de ça, puis l'impact sur le produit intérieur brut des pays est énorme. Et théoriquement, ça devrait bouger là, parce qu'il y a une évidence économique que ça n'a pas de bon sens. Nous, on sait qu'il y a une évidence sociale et humaine, mais il y a aussi une évidence économique. Et la prévention au Québec, elle existe à peu près pas, même dans les CLSC. Et il n'y a pas d'investissements qui se font là-dedans. Il y en a un petit peu dans les garderies, mais ce n'est pas les bons enfants. Ça fait qu'on a... Je vous trace un portrait un peu sombre, mais il y a quand même de l'espoir. En plus, toutes les données probantes là, qui existent dans la littérature confirment ce qu'on doit faire. Et puis plus que ça, là, ça démontre un peu, là, je n'ai pas le temps de vous l'expliquer en détail, mais l'effet cumulatif là, de tous ces environnements toxiques-là ont un effet sur l'épigénétique, c'est-à-dire sur la génétique d'un individu. Avant, on pensait qu'avoir une influence sur la génétique, ça prenait des millénaires ou des siècles, disons, avant qu'on s'adapte génétiquement. Mais aujourd'hui, on sait qu'il y a une épigénétique. C'est autour des chromosomes, il y a tout un phénomène qui est influencé immédiatement. Puis plus il y a un cumul toxique, plus la génétique va évoluer vers une espèce de catastrophe. Le cerveau va s'adapter mal, ou il va se passer quelque chose. Puis on a une étude en cours actuellement avec l'hôpital Douglas sur l'impact d'un enfant qui ne se développe pas bien, puis celui qui est stimulé en pédiatrie sociale sur l'épigénétique. Les difficultés d'apprentissage, les difficultés de comportement, les problèmes d'inhibition, de concentration, j'en ai parlé, c'est beaucoup lié à ces stress toxiques-là. Il y a un effet direct sur le cerveau qui empêche la performance du cerveau. Ça aussi, je ne veux pas aller trop loin, mais je veux juste que vous restiez avec l'image que le cerveau, lui, là-dedans, il évolue, puis souvent, il évolue mal. Donc, nous, on revient à la mission de la pédiatrie sociale, parce que c'est un peu ça que je veux vous parler. Qu'est-ce qu'on fait? On est carrément dans la lutte contre l'exclusion des enfants, mais surtout pour le respect des droits des enfants, le respect de la Convention de façon intégrale. Et pour nous, chaque enfant de milieu vulnérable devrait développer son plein potentiel. Puis c'est sûr, sur la même notion que tout le monde, là, il faut tout un village. Donc, on recrée une espèce de modèle dans la communauté comme un village. On a des bénévoles, on a plein de monde qui viennent s'occuper des enfants à plusieurs niveaux.
Et il y a une autre phrase qui est assez célèbre, là, mais qui est fantastique, là. Frederick Douglass, en 1817, là, à peu près, a écrit ça. Et il savait déjà, là, intuitivement, c'était connu. Là, on a toute l'évidence, puis on ne bouge pas plus. Et c'est pour ça que je la marque souvent, parce qu'elle est assez inspirante. Donc, on porte une attention particulière aux besoins des... On a jusqu'à 10 heures, c'est ça? OK. Aux besoins des enfants. Vous les connaissez, là. C'est juste que nous aussi, si on l'a imprimé dans la tête, quand on voit un enfant, on regarde tout ça. Et pas juste les besoins de base, là, social, physique, mental, là, mais tout le verre autour, qui est vraiment la clé du succès d'un enfant. Ça, c'est les grands motivateurs du développement, c'est la sécurité. Quand l'enfant se sent sécurisé, il vit dans un milieu stable, il est entouré de compétences, c'est équilibré, les parents ne chicanent pas devant lui, on est là après l'école pour lui dire qu'il est bon, puis qu'on est content de l'avoir comme enfant. Ça a l'air de rien, mais ça produit une motivation qui est énorme et qui va déplacer des montagnes. Nous, on a un continuum de services. Toute notre approche est basée sur l'accueil. On est présent dans les communautés, c'est une porte ouverte pratiquement, et on a des références par du voisinage, beaucoup, en fait, par les écoles, beaucoup aussi, par le CLSC, la DPJ, tout ça. Et tous les gens qui rentrent chez nous, qui vivent des situations de grande vulnérabilité, on les accueille comme s'ils faisaient partie de la famille. Si vous allez au centre de Gatineau, il est pareil comme chez nous, dans Hochelaga. Vous entrez, tout le monde est content, tout le monde parle aux enfants, on leur offre de la nourriture, ils font vraiment partie de la famille. Mais au-delà de ça, on fait une évaluation qui est complète. C'est-à-dire au niveau médical, au niveau social, au niveau identitaire, tout y passe à la première évaluation qui intègre tout le monde. Autour de la table, il y a la famille, ils amènent qui ils veulent. Ils peuvent amener les voisins, ils peuvent amener les grands-parents, l'intervenant du CLSC, la DPJ. Tout le monde est invité. Et là, on crée une espèce de momentum où tout le monde participe à l'évaluation des besoins, la reconnaissance des droits bafoués, et à la fin, va amener un consensus d'action autour de l'enfant, prioritaire. C'est-à-dire, on commence par où? Bien, étonnamment, on va commencer souvent par remplir un rêve d'enfant. Parce que dans la discussion, on vérifie si l'enfant a des rêves, qu'est-ce qu'il veut faire, qu'est-ce qu'il a goût de faire. Il veut jouer au hockey, il veut faire de la peinture, il va aller au Mont-Royal. Bien, on va remplir ce besoin-là tout de suite. Il va faire partie du plan d'action d'emblée. Et là, on crée une espèce de connivence et d'intimité avec la famille aussi, qui va nous permettre d'aller beaucoup plus loin. Et là, chose étonnante, après 15-20 minutes, ils vont tous nous raconter leur vie. Vraiment. Et souvent, on est obligé de les arrêter parce qu'ils nous en disent trop. Tu te dis, j'en sais assez, tu peux arrêter. Je ne veux pas retourner là-dedans. Mais nous, ça va nous amener à décoder plein d'événements. Puis plein de problèmes d'enfants. S'il ne dort pas, s'il y a des troubles de comportement, s'il y a des troubles d'apprentissage, ça va nous permettre d'aller beaucoup plus loin dans l'approfondissement des causes et dans l'évaluation des causes, puis dans le plan d'action. C'est un peu comme ça qu'on procède. Jeudi passé, j'étais dans Côte-des-Neiges, on a un centre dans Côte-des-Neiges, puis il y a un enfant qui devait venir me voir, il y a 10 ans, c'est un enfant autiste de haut niveau. Et il a appelé pour dire que c'est l'oncle qui devait l'amener, qui ne pouvait pas venir. Puis là, j'ai posé des questions, parce que c'est un enfant que je connais depuis toujours. Puis en plus, il y a un frère et une sœur jumeaux qui ont 16-17 ans maintenant, avec qui j'ai été impliqué à naissance, parce que la mère était toxicomane, puis la DPJ voulait enlever les enfants. Finalement, on a trouvé une tante qui a pris les enfants qui pense. Ça a été compliqué parce qu'elle était très bien, la tante, mais elle pensait les adopter parce que elle dit, ma soeur, elle s'en sortira jamais, mais sa soeur s'en est sortie, puis 2 ans plus tard, elle s'est repointée pour prendre ses enfants. Et
bon, je l'ai accompagnée là-dedans à ce moment-là. Puis elle est restée sobre pendant longtemps. Et c'est une maman très joyeuse avec qui on avait beaucoup de plaisir. Puis les jumeaux, c'est un peu comme nos enfants, en fait. Là. Et après ça, elle a eu ce bébé-là qui était autiste. En tout cas, toujours est-il que je demande à la travailleuse sociale qui était avec moi qu'est-ce qui se passe. Elle était allée à domicile, elle m'a dit la mère va vraiment pas bien depuis quelques mois. Et ça faisait 7-8 mois qu'elle ne sortait pas de la maison. Elle est devenue obèse, handicapée. Elle a du diabète, elle a l'hypertension. Elle m'a dit qu'elle est dépressive, elle veut se tuer, mais en tout cas, tout ça. Et donc là, je me suis pointé à domicile. J'ai appelé, j'ai dit, on arrive. Et effectivement, la mère était complètement grabataire, incapable de bouger. Elle pleurait, puis elle me dit, regarde, je ne suis même pas capable de me laver les cheveux. Juste quelqu'un qui vient de me laver les cheveux. Je me dit, comment ça, tu n'as pas de service? Mais elle n'avait pas de service parce qu'au CLSC, ça fait 5 mois qu'il y a une demande. Et puis là, il se passe la balle parce qu'il y a un problème de santé mentale, il y a un problème de santé physique, puis un problème de toxicomanie. C'est 3 équipes différentes. Et là, il dit, il s'en va la balle. C'est qui va y aller en premier? Et la semaine d'avant, il y a une infirmière qui a appelé pour dire « Ah, je veux t'aider, je peux-tu aller à domicile? » Elle a dit « Qu'est-ce que tu vas venir faire? » Tu vois, madame est bright, là. Elle a dit « Je vais vous aider à prendre vos pilules. » Je pense qu'elle a 25 pilules à prendre. Elle dit « Tu me prends-tu pour une niaiseuse? Je suis capable de prendre mes pilules. Si tu veux venir m'aider à prendre mes pilules, oublie ça. » Bien là, dans le dossier, j'ai vérifié, c'est marqué « refus de service ». Voyez-vous, là, ça fait 5 mois, on a un autre rang ou 2 avant qu'elle ait des services à domicile. Voyez-vous la quantité de droits bafoués là-dedans? Là, en plus, mon petit, lui, qui est autiste, je l'ai mis dans une école spéciale où il va réussir, parce que c'est une école privée qui nous donne des gratuités avec certains enfants. Et c'est une école de troubles d'apprentissage, mais équipée comme ça se peut pas. Ça coûte 20 000 par année, j'ai 5 places. Lui, il est là. Depuis 3 semaines, il réussit, mais il ne va pas à l'école. Puis là, je le retrouve, il est assis sur le divan à côté de sa mère, puis il faut qu'il touche parce qu'il a peur qu'elle meure. Il est complètement paniqué. Les 2 jumeaux n'étaient pas là, je les ai revus parce que j'ai dit, écoute, ça n'a pas de bon sens, je veux t'hospitaliser. Et moi, je suis un pédiatre, là. Moi, je ne peux pas hospitaliser, là. Ça fait que j'ai appelé une amie à moi qui est médecin de famille. J'ai dit, on peut-tu l'hospitaliser? Je vais te l'envoyer en ambulance. Ah, ben non, c'est bien plus compliqué que ça. On n'hospitalise plus pour ça maintenant. C'est les soins à domicile. Mais j'étais maudits soins à domicile, là, ils ne viennent pas. Voyez-vous où on est, là? Ça fait que j'ai convoqué un conseil de famille lundi. Tout le monde était là, des frères, des sœurs, les enfants, mes jumeaux, le CLSC. Mais le CLSC a envoyé la travailleuse sociale et l'ergothérapeute de mon enfant, qui ne voit que c'est un enfant autiste, ils voient juste lui, eux autres. Fait que là, ils sont assis là, ils ont honte de leur CLSC, ils ne savent pas quoi dire. Moi, je voulais voir, parce qu'on va leur rentrer à l'hôpital, mais je voulais voir qui va prendre les enfants. Et là, la famille, voyez-vous l'idée, là, du consensus, du cercle aussi, puis du droit. Puis tout le monde fait confiance à cette femme-là, même s'ils ont eu des gros problèmes avec, là. Ils ont dit, oui, elle peut s'en sortir, pour qu'elle ait des bons soins. Là, les enfants étaient heureux. Les ados sont venus me faire l'accolade. Ils étaient contents. Enfin, on va s'occuper de ma mère. Le petit enfant autiste, lui, il a fallu que je m'assoie entre lui et sa mère. Au niveau c'est intéressant parce que là, il m'a mis entre sa mère et lui. Donc, tout l'élément de sécurité, là, il s'est dégagé. Là, j'ai dit, maintenant, tu vas à l'école. Puis j'ai dit, on va s'occuper de ta mère. Donc, on fait ça, là. C'est un peu la méthode. Tu as sûrement connu ça, Anne-Marie. C'est ça qu'on fait. Si on le fait plus organisé, là, ben c'est ça. Intervention interdisciplinaire, on est beaucoup en complémentarité avec les établissements quand ils veulent bien. Avec la DPJ, c'est pas toujours simple. On a souvent des visions différentes, mais on essaye. On veut qu'il y ait des services cohérents. C'est très intensif et personnalisé. Puis, pour nous, on contribue au respect de la Convention des droits. C'est bon. Oui, on va faire une petite vidéo, ça va vous donner un petit break de mon langage. C'est beau, là. C'est un beau petit vidéo qui a été fait par mon fils. Et il fait ça, lui, ces choses. À 10 ans. Elle évolue dans un milieu de vie difficile. Elle partage avec sa mère et son petit frère
un logement froid et insalubre. Elle a le rhume continuellement. Sa mère travaille de nuit et n'est pas très présente pour s'occuper d'elle. Son père, lui, un homme violent, est tenu à distance par les autorités. Les ressources manquent. Un intervenant de la protection de la jeunesse est déjà sur le dossier. La petite Mélissa dort mal et tient des propos sombres et suicidaires qui inquiètent ses proches. À l'école, elle pleure souvent et manque d'attention en classe. Ses résultats scolaires sont catastrophiques. Elle a récemment développé des problèmes de comportement et elle accumule les absences. Son enseignante propose une rencontre au centre de pédiatrie sociale pour mieux identifier ses besoins et lui offrir des services cohérents. Pour dessiner un portrait global de la santé de Mélissa, l'équipe de pédiatrie sociale réunit autour d'elle les adultes significatifs et les intervenants qui la côtoient déjà. Dans un climat informel, Mélissa se fait enfin entendre de tous et chacun peut raconter l'histoire qu'il partage avec elle. Chacun prend connaissance des difficultés qui se dressent sur la route de Mélissa. Plusieurs de ces difficultés nuisent à la satisfaction de ses besoins essentiels et bafouent ses droits fondamentaux. La rencontre met également en évidence les nombreuses forces de Mélissa. Elle est sociable et affirmée, c'est une enfant très responsable, elle exprime très clairement son désir de réussir malgré les obstacles et elle démontre beaucoup d'intérêt pour le dessin et la musique. Afin d'agir à la racine des maux qui affectent Mélissa et éliminer les obstacles qu'elle rencontre, on mobilise plusieurs ressources. Le médecin précisera le diagnostic des différents troubles. La travailleuse sociale trouvera avec la mère de Mélissa des façons de mieux soutenir sa fille. L'avocat apportera son soutien pour résoudre le problème d'insalubrité du logement. L'art-thérapeute aidera Mélissa à mieux comprendre le sens de ses émotions. Les bénévoles soutiendront ses nombreux potentiels en lui proposant des ateliers de dessin, de musique et de l'aide aux devoirs. Et on collaborera également avec des partenaires externes afin de lui offrir les ressources essentielles. Comme Mélissa, des milliers d'enfants vivent en situation de vulnérabilité et rencontrent de nombreux obstacles qui nuisent à leur santé et à leur développement. Tous ces enfants seront un jour des adultes appelés à contribuer à la société. La pédiatrie sociale en communauté vise à donner la même chance à tous les enfants de développer leur plein potentiel. Ils pourront ainsi prendre leur place dans la société de façon équitable. We have it in English, too. L'équipe de base de pédiatrie sociale, c'est médecin, travail social et avocat. Quand on peut se le permettre, là, mais on a un avocat sur place à plein temps, toujours. Alors, en clinique, dès qu'on a un droit, on va chercher l'avocat. Alors, le but, c'est que les centres aussi puissent avoir accès aux avocats. Il y a des avocats bénévoles, on fait beaucoup affaire avec l'aide juridique. On a des bureaux, nous, on a une BLG qui nous donne du pro bono illimité pour les litiges sur les droits des enfants. Donc, on est... c'est un modèle un peu novateur, là, disons. Puis c'est sûr qu'on a un mécanisme... Nous, ce qu'on veut, c'est être un mécanisme intégrateur. Il manque toujours le chaînon manquant entre les populations vulnérables et les établissements. Et les soins qu'offre l'État. Et malheureusement, s'il n'y a pas ce lien-là et ce lien-là, c'est beaucoup plus difficile, tout le monde travaille en silo. Et effectivement, nous, on contribue à essayer de ramasser tout ce monde-là autour de la table. Et quand ça marche, c'est super puissant. Puis ça marche souvent, finalement. Ça a pris du temps, là, mais ça marche. Ça, c'est un cas, je vais peut-être le sauter, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je vais parler de l'anxiété scolaire, parce que c'est assez majeur. La plupart des enfants qui nous sont référés, le prof va marquer anxiété. Quel que soit le problème. Et... on décortique un peu l'idée c'est quoi les principaux stresseurs qui produisent l'anxiété à l'école et les symptômes aussi, les symptômes d'évitement, de peur excessive, les plaintes somatiques qui font qu'ils sont absents à l'école, les troubles de sommeil, il y en a beaucoup. Même les comportements provoquants agressifs là, qui passent pour des troubles de comportement, c'est souvent lié à des anxiétés liées à l'environnement social à la maison. Donc ça, on l'explore beaucoup.
Ça, c'est des statistiques assez intéressantes sur les absences scolaires volontaires. Il y en a 22 % c'est d'anxiété de séparation, 10 % d'anxiété généralisée, puis tous les autres. C'est intéressant parce que ça nous donne une perspective différente de l'enfant qui ne réussit pas en se centrant sur les causes de l'anxiété. Notre partenariat avec le système scolaire il est très intéressant, très puissant, puis il est là depuis les débuts de la pédiatrie sociale. Mais il n'a pas été facile à monter, puis il reste extrêmement fragile parce qu'il faut toujours négocier avec des directions. Il y a des directions qui ne veulent pas qu'on rentre dans leurs écoles. Il y a des directions qui veulent. Et notre problème, on finit par rentrer, là, mais c'est assez étonnant parce que l'offre de services qu'on amène est immense. Mais il y a des résistances. Je donne juste l'exemple, on a un garage à musique, là, pour justement, ça fait partie du respect des droits, l'accès à la pratique collective de la musique comme stimulation du cerveau, comme maturation, etc. Et on reçoit 700 enfants par semaine au garage. On donne des cours d'à peu près tout. Il y a une équipe d'accès scolaire pour ceux qui ont des troubles d'apprentissage avec les ordinateurs, les programmes, tout ça. Et on fait une clinique de pédiatrie sociale au garage de musique. Bien, il y a des écoles qui refusent de nous envoyer leurs enfants. Puis on les accueille le jour avec les profs. Le prof vient faire de la musique avec ses enfants. Ça a un impact incroyable. Et il y a des écoles qui refusent. Ça ne rentre pas dans le programme. On part de loin, là. Mais ce partenariat-là, quand il marche, là, il est extrêmement puissant. Il soulage les profs. Ils mobilisent, ils les encouragent, on leur donne des diagnostics. J'ai des enfants qui me sont envoyés pour TDAH là, toutes les semaines, puis pour Ritalin, puis c'est nous qui découvrons qu'il y a un trouble d'apprentissage sous-jacent. Ça n'a aucun sens, là. Il n'y a plus d'orthopédagogue, il n'y a plus d'orthophoniste, il n'y a plus rien dans les écoles. Ça fait que c'est un peu compliqué, mais ensemble, on réussit à organiser les affaires, puis nous, on a une capacité de monter des services complémentaires avec eux. Bon, c'est un résumé de ce qu'il faut pour réussir. Vous le lirez. Ben, c'est sûr que nos objectifs sont assez ambitieux. Mais ça fait des années qu'on est là-dedans. On est en train de se déployer au Québec. Là. Il y a une vingtaine de centres actuellement au Québec de pédiatrie sociale en communauté. Le gouvernement du Québec nous supporte. C'est pas simple, là, mais il nous supporte financièrement pour qu'on continue de développer. Et on est en train de supporter des gens ici à Ottawa, à Vancouver, à Moncton, qui sont intéressés à développer cette approche-là. On a ces ambitions-là. Il y a des références de tout ça. C'est ça. Je ne sais pas si on a le temps pour une ou deux questions, mais... Merci beaucoup, Dr. Julien, pour cette présentation, à la fois qui présente des besoins assez criants, assez importants, mais qui nous donne espoir aussi avec des approches avec lesquelles vous travaillez, que vous avez développées. Donc, on a le temps pour des questions. We certainly have some time for questions. Oh, le micro. Oui, vous pouvez vous rendre ici. Il y a 2 micros. Si vous avez des questions. Il y en a aussi de l'autre côté. C'est enregistré. Oui, voilà. Bien, c'est une question toute simple et très terre-à-terre. Tantôt, quand vous avez parlé de l'enfant autiste, vous le considérez comme récupérable, évidemment. Quel âge avait-il? J'ai peut-être manqué le... 10 ans. 10 ans. Et à quel niveau est-il rendu au point de vue scolaire? Bien, en fait, il est presque à niveau. Ah. C'est une école assez impressionnante. Ils ont des taux de réussite, préparation au secondaire, parce qu'ils ne font pas tout le primaire, la préparation secondaire et secondaire, des taux de réussite de 90 %. Ils ont juste des troubles d'apprentissage, des TDAH complexes, puis des autistes. Sous question, est-ce que vous les suivez aussi rendus au secondaire? Mais les enfants? Oui. Okay. Oui. J'ai moins d'outils au secondaire. Le garage de musique m'aide beaucoup parce que avant, traditionnellement, en pédiatrie sociale, on faisait 0-14 ans. Donc, un peu l'entrée au secondaire, mais après, c'est autre chose.
J'avais pas beaucoup d'outils. Le garage à musique nous a amené ça, puis maintenant, avec le garage, on couvre 0-20 ans. Donc, tous les décrocheurs, on a une école là, où ça décroche 1 sur 2 là, et plus, on les rattrape. En fait, le principe, c'est oubliez gang de rue, venez dans un band de music band. Et puis, il y a toujours des gangs qui jouent au basket, là, de chaque côté où on est. Et je vais les voir, je dis, les gars, venez faire un tour, tout ça. Et on en récupère beaucoup. Puis l'école secondaire du coin, là, sur Médée de Maisonneuve, maintenant nous envoie ce qu'on appelle il y a un projet déclic, le raccrochage. Et les déclics viennent tous au garage à musique, puis ils jouent de la musique. Nous autres, il y a des bandes, il y a de la musique classique, il y a tous les instruments, il y a des chorales, il y a un orchestre. Donc, ils s'insèrent là-dedans, puis ils raccrochent. Oui, on veut s'occuper de ça, mais ça demande énormément de moyens quand on commence à s'occuper des ados, ce que traditionnellement, en pédiatre sociale, on faisait moins. Là. Bonjour. Alors, c'est peut-être plus de l'ordre du commentaire. En fait, moi, je suis du milieu scolaire. Je ne sais pas si on est très nombreux ici. Donc, évidemment, on a des gros problèmes de ressources au niveau du milieu scolaire. Vous l'avez mentionné. L'autre chose, vous parlez de l'exemple de cet élève-là. On parle d'un investissement de 20 000 par année. Souvent, c'est ça, les histoires à succès, c'est toutes des histoires à gros moyens. Alors, moi, je me dis, est-ce qu'il y a moyen des fois aussi d'avoir des histoires à succès qui n'impliquent pas des gros moyens? Oui. Je trouve ça un peu difficile parce que c'est facile de dire, bien, l'école ne fait pas ci, l'école ne fait pas ça, le CLSC ne font pas ci, le CLSC ne font pas ça. Mais il y a toute la question des moyens aussi là, qu'on déploie. Je ne dis pas que les écoles sont parfaites et qu'ils font toujours la meilleure job, mais quand même. Et moi, actuellement, je travaille au niveau des services régionaux de soutien aux commissions scolaires en Outaouais. Et vous voyez, on n'a aucun lien avec le centre de pédiatrie sociale, alors que peut-être qu'on pourrait avoir des liens qui permettraient justement d'aller plus loin au niveau des services là, qu'on déploie aux enfants. Donc, c'est ces choses-là qui m'interpellent. Oui, non, mais tout à fait. Puis c'est un bon point. À chaque fois que je parle de j'ai 2-3 écoles privées, moi, à Montréal, qui me font des gratuités par leur fondation. Puis c'est très controversé parce que, je le sais, c'est pas la première fois que j'en parle. Nous, on travaille un enfant à la fois. Quand on décide d'accompagner un enfant, si l'école n'est pas capable d'offrir ce qu'il faut, on va chercher. C'est pour ça qu'on a mis sur pied Accès scolaire. Accès scolaire au garage à musique. On essaie de travailler avec le milieu scolaire, justement, pour les réintégrer à l'école, puis demander aux profs qui viennent avec nous travailler un petit peu là. C'est très difficile. Et donc, on est obligé de développer des outils pour faire réussir un enfant en particulier. Mais on fonctionne toujours... Nous, c'est un enfant à la fois. Et si j'ai une place où je suis sûr qu'il va réussir versus une place où on n'en veut pas, parce qu'il y a ça dans le système public. Il faut bien dire les choses comme ils sont. Quand ils dérangent, là, c'est compliqué. Et donc, je vais faire ça. Mais c'est pas des tonnes. Là. J'en ai peut-être une dizaine par année que je peux rentrer dans des écoles privées, dans des situations spéciales. C'est pas parce que je crois pas à l'école publique, au contraire. C'est juste que vous n'avez pas d'outils. En tout cas, je sais pas, dans votre coin, là, ici, à Montréal, c'est une catastrophe. Avant d'avoir un ordinateur pour une dyslexie sévère, là, on se fait même dire par l'école, non, c'est pas utile avant le secondaire. Voyons, c'est quoi, là? Donc, puis je blâme pas l'école, je blâme le manque de moyens. Quand j'ai un orthophoniste qui fait 5 écoles, qui n'est pas capable de réussir à faire ses diagnostics de dyslexie, de dysorthographie, bien, je suis obligé de les faire chez nous, parce que j'ai un orthophoniste, mais ça n'a pas de bon sens, puis je veux pas faire ça. Ça coûte une fortune. Heureusement, on est capable de le financer pour le moment, mais on ne sera peut-être pas toujours capable. Puis, on ne veut pas remplacer l'école. Mais il faut juste voir que nous, dans notre système, quand on a un enfant qui n'est pas bien, qui souffre, on va prendre tous les moyens. J'ai déjà pris de l'argent du crime pour payer des cours à un enfant qui l'a fait réussir. C'est n'importe quoi, mais c'est vrai, là, mais
on a une motivation qui est très, très forte. Puis on a souvent été vus comme des compétiteurs, ce qui est aberrant. Là. On est des petites organisations comme des compétiteurs au CLSC, dans certaines écoles. C'est sûr qu'on fait un peu peur parce qu'on a des moyens, qu'on critique beaucoup. Critique constructive. Comment ça, vous laissez tomber cet enfant-là? Tu sais, puis des fois, tu dis aux gens de l'école, regarde, c'est pas un trouble de comportement. Je veux pas lui donner des médicaments, puis ça les déçoit. C'est un trouble d'apprentissage. Réglez-moi le trouble d'apprentissage. Il faut juste nuancer. Mais vous avez raison de vous poser des questions, d'être interpellé par ça. Mais moi, je suis pas là pour critiquer les systèmes. Au contraire, je voudrais travailler davantage avec les systèmes. Puis, nous, on a la chance d'avoir des grosses équipes scientifiques maintenant. On a 2 chaires de recherche maintenant, pédiatriseurs en communauté, pour alimenter l'école, les politiciens pour qu'ils financent l'école. Juste réparer nos écoles. C'est des milieux pas sains, même au plan physique. Là, vous savez, les moisissures à Montréal. Puis le ministre de l'Éducation, je suis allé lui montrer j'ai 3 écoles fermées, moi, pour moisissures, là, juste à côté de chez nous. Et il a été impressionné, il dit ça n'a pas de bon sens, c'est intolérable, j'ai jamais vu ça. Fait qu'il est allé faire son annonce de financement des immobilisations dans l'école que j'ai montrée. Donc, on joue un rôle pour essayer d'améliorer les affaires, mais pour moi, si on ne réoriente pas tout ça, on est perdant comme société. Donc, c'est sûr qu'on va lutter pour que ça marche. C'est certain que c'est difficile parce que c'est ça, le pouvoir que vous avez quand vous dites l'école est problématique, c'est pas le même pouvoir que la direction d'école elle-même a au niveau de son école. Fait que c'est certain qu'une personnalité comme vous va aller dénoncer quelque chose, ça va aller beaucoup plus loin que lorsque nous, à tous les jours, on dénonce que ça n'a pas d'allure, qu'il nous faut des professionnels, des choses comme ça. L'autre problématique qu'on a, que je voulais identifier, c'est l'accès à l'information. Comme milieu scolaire, souvent, on n'a pas droit d'avoir accès à l'information de ce qui se passe dans les familles, de quelle est la problématique. On a des enfants qui ont été abusés, on n'a pas le droit de savoir qu'ils ont été abusés parce que ça relève du secret professionnel. Alors, toute la question de l'accès à l'information, souvent, on travaille avec peu ou pas d'informations. Souvent, l'information nous arrive et là, on dit « Ah, mon Dieu, si on avait su ça, on aurait agi différemment, mais on n'a pas accès à l'information pour toutes sortes de règles, de droits, de confidentialité, d'éthique, etc. Alors ça, c'est une autre grosse embûche qu'on a dans le réseau scolaire. Ça, c'est un des points les plus importants. Et on doit lutter continuellement contre ça. Nous, là, quand je fais l'évaluation d'un enfant, on invite l'école, puis, en fait, ils viennent beaucoup, là, les enseignants, la direction vient, les spécialistes. Et autour de la table, tout ça, et l'information est partagée, mais souvent, mais pas par les écoles, mais disons par la DPJ, là, c'est les pires. Ils vont empêcher, ils vont dire non, moi je peux pas parler. Je dis, non, tu parles. Les parents sont là, on est là pour se parler. Donc, le partage d'informations, si vous venez en pédiatrie sociale, vous êtes dans une, je ne sais pas ce que vous faites, là, vous êtes en adaptation scolaire, probablement. Mais j'adore quand les responsables en adaptation scolaire viennent en clinique, parce que là, on partage tout, mais tout. Je ne fais jamais sortir personne, ni l'enfant d'ailleurs, quand on discute de ça. Et ça a une puissance aussi. Mais on s'est heurté beaucoup, beaucoup dans le passé à cette espèce de fausse confidentialité là, qui n'a pas de bon sens sur le dos des enfants. Alors, si vous venez dans nos cliniques, là, je sais qu'Anne-Marie, elle doit être aussi dure que moi là-dessus, on parle et on partage l'information. Puis ça, c'est précieux pour l'école, beaucoup, beaucoup. T'sais, si vous ne savez pas que toute la nuit, ça brasse à la maison, puis que ça se garoche des couteaux, puis que ça saigne, puis que le petit ne va pas bien le matin, mais là, qu'à partir du moment où vous le savez, vous changez complètement vos façons de faire. Puis ça, les professeurs apprécient énormément. Ça, mais c'est un point clé. On est dans une culture de secret qui n'a pas de bon sens. Puis souvent, c'est les familles elles-mêmes ou c'est les personnes elles-mêmes qui cachent la vérité. À un moment donné, nous, on a découvert qu'il y avait un enfant, ça faisait 1 an qu'elle couchait dans un garage pas chauffé parce que les parents, le nouveau conjoint de la mère, refusait qu'elle habite dans la maison. Ouais. Il y avait du monde qui savait. On va prendre 2 dernières questions. Oui, Marielle?
Oui, merci beaucoup. C'était vraiment très intéressant. Mais je pense que la discussion fait ressortir la relation entre les centres de pédiatrie sociale et les services offerts par l'État. Puis je me demandais, est-ce que pour vous, l'idéal, ce serait que le modèle de pédiatrie sociale soit intégré au service de l'État? Non. Parce que tout à l'heure, bon, alors c'est ça. Parce que ce que je voudrais amener comme élément, c'est que, évidemment, vous avez parlé du risque que les gens se désengagent parce que l'État prend tout en charge, mais il y a aussi le risque inverse, c'est-à-dire que l'État se désengage parce que il y a des partenaires privés, justement, qui prennent en charge ça. Parce que ce que vous faites, pour moi, c'est un service de base, c'est un service essentiel, mais ça devrait être offert à tous. Oui, tout à fait. Non, c'est sûr qu'on ne veut pas intégrer. Actuellement, on est en train de définir une entente formelle il n'y a pas d'ingérence dans ce qu'on fait. La seule ingérence, ce qu'on va permettre, c'est... En fait, on amène une meilleure définition de ce qu'est la vulnérabilité, par exemple. On travaille avec l'Université McGill actuellement à définir un concept de vulnérabilité qui est plus large que ce qu'on connaît, là, qui n'est pas juste lié à la pauvreté. Et, bon, là-dessus, on s'entend. On a eu des difficultés, par exemple, avec le ministère de la Santé, parce qu'ils veulent qu'on voit 50 enfants par jour. On ne peut pas. Mais ça, on est en train de planifier ça. On ne peut pas s'intégrer parce que le gouvernement, en tout cas, l'État n'a pas démontré au Québec beaucoup d'intérêt envers la prévention. Ils ne démontrent pas beaucoup d'intérêt envers les droits des enfants. Si on regarde l'école puis les soins d'un CLSC et dans les hôpitaux. Puis les établissements, particulièrement les CLSC qui devaient faire de la prévention, n'en font pas et travaillent encore en silo. C'est qu'on ne veut pas risquer ça. On est très petit, là. Ça a l'air gros, notre enfant, c'est pas gros. Et on est très vulnérable, puis ça peut planter d'une année à l'autre. Donc, on est fragile. On ne peut pas se permettre d'intégrer. Ce qu'on veut, c'est intégrer les plans d'action et le partage d'informations. Et ce chaînon manquant-là, oui, devrait être partout parce que les familles sont méfiantes envers les systèmes. Ils sont de plus en plus méfiantes et ils ne diront pas les choses. À nous, ils les disent. Demandez-moi pas pourquoi. J'ai une petite idée, là, mais... et on veut partager l'information. Donc, que l'État se donne un mécanisme comme ça, il y a une belle logique. Il semble vouloir le faire avec nous, mais encore une fois, je vous le dis, là, ça a l'air beau, mais... c'est fragile, puis donc il n'est pas question qu'on perde notre autonomie 100%. Sinon, on va devenir ce qu'on ne veut pas devenir. Oui. Ma oui. question, en fin de compte, fait un peu écho par rapport à la question précédente, par rapport à l'importance d'élargir l'accès de ce genre de modèle qui est tout à fait pertinent dans le domaine de l'éducation. Et de mon côté, en tant que chercheur en éducation qui s'intéresse à l'intégration des technologies en salle de classe, je me posais la question, selon vous, quelle est la pertinence, quel apport est-ce que l'intégration des technologies pourrait avoir par rapport à élargir l'accès à ce genre de modèle? Par exemple, l'importance que les enfants se racontent, partagent leurs rêves, aient accès de façon immédiate à certaines de ces ressources. Je vois la création de vidéos, la pertinence par rapport aux médias sociaux, mais est-ce qu'on pourrait aller plus loin en partenariat avec les écoles pour élargir l'accès avec les technologies? Oui, clairement. En fait, il y a plusieurs niveaux, là. Il faut donner la parole aux enfants, mais la parole aux enfants, on ne la donne pas là, beaucoup. Surtout dans les écoles, le modèle il est un peu rigide, à mon sens. Il doit être adouci. Si on parle juste des troubles d'apprentissage, mais tu sais, on est encore à... Je suis un peu critique, puis vous allez me dire, je ne connais pas ça, là, peut-être. Mais le modèle d'orthopédago classique, on réécrit, on répète. Dans un trouble d'apprentissage spécifique, ça n'a pas démontré des grandes forces. Okay? Les modèles technologiques, eux, sont extrêmement intéressants et démontrent rapidement l'évolution que peuvent avoir les enfants. Mais ça, c'est vrai pour les troubles d'apprentissage. Pour la créativité, c'est la même chose. Les enfants sont créatifs. C'est très peu valorisé à l'école, la créativité, accompagné du droit de parole. Donc ça, nous, on le fait de plus en plus. Anne-Marie le fait aussi à Gatineau. Les enfants sont invités, tu pourrais en parler longtemps aussi, mais le droit de parole, le droit de créer, d'aller présenter leur création ou leur revendication au maire de la ville, des choses comme ça, là.
Et ça, c'est très puissant. Puis c'est sûr qu'ils sont faits avec des outils technologiques, c'est encore plus intéressant. Les enfants sont techno maintenant, puis on a de la misère à le reconnaître. C'est sûr qu'il y a des côtés très négatifs à ça, là, mais il y a des côtés extrêmement positifs sur la stimulation différente du cerveau. Le cerveau, il évolue aussi, et les enfants qui ont des difficultés, en tout cas particulièrement ceux qui ont des difficultés en lecture-écriture, avec des outils technologiques, la difficulté s'amoindrit vite. Ils vivent des succès. Oui, c'est pas un domaine que je connais beaucoup, mais c'est évident qu'il faut aller vers une plus grande parole aux enfants, une plus grande créativité, puis d'utiliser les moyens technologiques de plus en plus, c'est clair. Merci beaucoup. Merci Merci. beaucoup, Dr. Julien.